On s'est tiré. Voilà. Je vous en prie. Hop là. Eh bien, merci pour votre invitation. Comme je dis toujours, je vais là où on m'invite. Parce que mon humble travail, c'est d'essayer de partager l'information qui est dans mon livre avec le plus grand nombre. Et quel qu'il soit, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur nationalité, ça c'est peu important pour moi. En revanche, je remarque que c'est plutôt certaines tendances qui écoutent que d'autres. D'ailleurs, j'hésitais, chemise noire, chemise rose, chemise noire, chemise rose. Donc, je me suis dit, puisqu'on me traite de facho, que j'allais mettre la chemise rose, d'autant que c'est très étonnant, je ne savais pas que le fascisme, je suis même d'origine italienne, donc je connais un petit peu, je pense que je connais un petit peu mieux l'histoire du fascisme que certains, mais je ne savais pas que c'était contagieux et que la simple présence faisait de quelqu'un, soi-disant un fasciste, ben c'est bien. Je me disais justement, je ne sais pas quoi mettre à mes enfants, est-ce que je vais leur acheter des petits uniformes pour les faire marcher au pas de doigt. Je crois qu'ils ne vont pas vouloir, de toute façon c'est eux qui commandent visiblement à la maison, donc ça ne va pas pouvoir être possible. Donc je voulais vous remercier d'être là également. Peut-être vous demander, parmi cette audience, qui a déjà lu mon livre ou qui ne l'a pas encore lu? Donc il a déjà lu en fait. Bon, bah, déjà en grande partie, donc ça c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce que peut-être je vais faire ma conférence, j'essaie toujours de faire la conférence un peu différente pour que justement, si c'est filmé, ça peut ensuite être partagé à d'autres personnes et ça fait un peu d'informations qui s'accumulent et qui permettent de voir différentes choses d'angles différents. Alors aujourd'hui, je vais la faire un petit peu différemment, je vais commencer par vous faire travailler. Tout d'abord, en fait, vous proposer la chose suivante. Pourquoi ne pas me poser, en fait, en premier, les questions qui brûlent les lèvres pendant 5 minutes, donc peut-être 5 ou 6 questions, je vais noter, et je vais inclure dans mon petit exposé que je fais d'habitude, je le modifie un petit peu afin de pouvoir au maximum y répondre, ça me permettra de gagner un petit peu de temps, et puis ensuite, vous avez des questions, des objections, des éventuelles critiques, on pourra les prendre ensuite aussi à la fin de mon petit exposé. C'est une manière, peut-être, je vais essayer de couvrir une partie des sujets qui vous tiennent à cœur. Autant que, je veux le dire, en fait, on est assez cousins. Non pas parce que je suis suisse, mais aussi parce que je suis d'origine piémontaise, donc de l'autre côté des montagnes ici, et que, en fait, pour l'ensemble d'entre nous, si ça se trouve, on a des cousins communs il y a 1 ou 2 siècles. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions qui vous taraudent et que je vais pouvoir couvrir. Messieurs, je vais dans votre livre donc, vous expliquer le concept des bases autonomes durables que vous avez pris de monsieur Serge Ayoub. Et est-ce que en fait, ce concept de base autonome durable, il sera, parce que ça, je me demande, est-ce qu'il sera accessible à toutes les couches de la société quand il y aura l'effondrement économique? Okay. Voilà, c'est ma question. Ok, très bien, je vais y répondre. D'autres questions? Vous l'avez écrit en 2010-2011, je crois. En 2012, est-ce qu'aujourd'hui vous révisez un petit peu votre pronostic de 2012-2020 en raccourcissant un petit peu l'échéance ou pas? Très bien, bonne question, très bien. Pas trop? Vous les gardez pour la fin, hein? D'accord, très bien. Eh bien voilà, alors je vais de toute façon répondre à ces questions. Voilà de quoi il s'agit. J'ai un parcours qui est celui d'un enfant de ces 30-40 dernières années, 40 ans, et je suis comme dans un poisson dans l'eau dans le monde d'aujourd'hui. Je l'ai été jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, où j'ai commencé à me rendre compte que nous vivons dans un monde qui a quelques problèmes assez fondamentaux et qui vont inévitablement, par convergence de ces traits nous amener à des effondrements plus ou moins longs, plus ou moins rapides, plus ou moins profonds de notre système économique. Et j'aimerais exposer un petit peu pourquoi cela arrive. Ensuite, comment va se faire cet effondrement économique, cet effondrement sociétal, et puis finalement, parce que c'est ce qui nous intéresse vraiment, comment est-ce qu'on va survivre et comment est-ce qu'on va recréer un nouveau monde à partir de des ruines à partir de celui-ci. Donc, mon discours est à la fois porteur de très 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 mauvaises nouvelles, mais je crois, et finalement très optimiste, vous allez le voir, et porteur de bonnes nouvelles.
Alors, quelle est cette convergence et quels sont ces problèmes qui sont en train de s'accumuler, en train d'arriver à grands pas? Le premier, c'est clair, c'est que nous sommes dans un environnement, une Terre, une planète, qui est fini. Ça, c'est mon approche très écologiste de la chose. C'est que nous avons une seule planète, nous n'avons pas la technologie de conquérir comme j'avais pu le croire quand j'étais petit, j'adorais la science, j'aime toujours la science-fiction. Enfin, nous sommes dans un monde fini, dans lequel l'être humain, brillant, exploitant les ressources, eh bien, s'est multiplié, s'est reproduit, et ce de manière exponentielle pour arriver aujourd'hui à plus de 7 milliards d'habitants. Il faut penser qu'on était 1,5 milliard il y a un siècle, on était 1 milliard il y a 2 siècles, on était 3 milliards au début des années 70, et cette augmentation exponentielle nous amène à être de plus en plus nombreux, et donc à devoir nous nourrir de plus en plus, à exploiter de plus en plus les ressources, notamment parce que notre mode de vie évolue et se développe de plus en plus à travers le monde vers des modes de vie extrêmement consommateurs d'énergie, de matières premières, de ressources, pour essentiellement notre consommation personnelle. Bien sûr la nourriture, mais aussi nos transports, nos plaisirs, etc. Et ce monde fonctionne aujourd'hui avec un système économique d'ailleurs qui est essentiellement basé sur des matières premières et des ressources relativement peu chères. Il faut savoir aujourd'hui que 70% du transport mondial, c'est du transport maritime. Le transport maritime qui est totalement dépendant d'une ressource, par exemple le pétrole. Mais le pétrole est clairement omniprésent dans tout ce que l'on a autour de nous, dans nos vêtements, dans tout ce que l'on mange, parce que le pétrole permet la mécanisation évidemment de l'agriculture, il permet la chimie, il permet une grande partie de l'agroalimentaire, etc., etc. Et bien sûr les transports. Donc nous arrivons en fait à nous poser la question, et cette question elle a été posée déjà depuis que je suis petit, j'entends c'est la fin du pétrole, mais la question est pertinente. Lorsque vous êtes dépendant d'une matière si importante dans votre vie de tous les jours, il est pertinent de se demander combien de temps cette matière va être accessible à un prix abordable et donc nous permettre de vivre tel que l'on vit et de permettre cette augmentation de la population. C'est une question qu'on doit se poser. Et lorsqu'on se penche sur cette question, on se voit que déjà dans les années 50, des prospectives commençaient à montrer quelles sont les limites. Et puis par révision, alors il y a eu des erreurs dans les calculs, mais en gros dans les années 70, on a commencé à être très pointu dans la géologie et très vite comprendre quelle est la quantité de pétrole disponible dans le monde, et donc avec une certaine consommation qui augmente, à quel moment on va arriver à la fin du pétrole, mais surtout, à quel moment on arrive à la fin du pétrole bon marché, qui permet notre vie aujourd'hui. Parce que le prix est important. Aujourd'hui, nous vivons de la manière dont nous vivons, parce que le pétrole, l'essence, par exemple, pour notre transport, c'est déjà assez cher, 2 € par litre à peu près, au moins maintenant. Enfin, imaginez vos transports si, pour des raisons de rareté, si pour des raisons géopolitiques, les prix devaient augmenter et que votre litre d'essence soit à 20 €. Votre vie commence à changer. Maintenant, imaginez à 200 €. Ça change complètement. En fait, les données montrent, lorsque l'on regarde d'une côté les graphiques de consommation et d'un autre côté les graphiques de production pétrolière et de découverte de nouveaux gisements, on voit qu'on arrive dans les 15 prochaines années à un moment où le pétrole bon marché disparaît totalement. Et il ne nous reste plus que des sources de pétrole très lointaines, très chères, ou alors ce qu'on appelle les pétroles non conventionnels, c'est-à-dire des pétroles très très complexes et très compliqués à aller chercher. Et donc tout ça veut dire très coûteux. Et cette problématique de l'énergie qui nous est apportée par le pétrole, qui est en fait gratuit, puisqu'il a été créé au cours des millions d'années par la géologie, eh bien, n'a pas facilement de substitution. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer d'un coup de baguette magique et qu'on peut substituer facilement. Et certainement pas aux échelles qu'on l'utilise aujourd'hui. Parce qu'on peut remplacer, on peut faire tourner une voiture à électricité, on peut faire tourner une voiture au gaz, on peut même imaginer, c'est très coûteux, mais des voitures qui tourneraient à l'hydrogène ou avec des énergies légèrement alternatives, mais enfin, une voiture, 10 millions, 500 000. Aujourd'hui, nous avons au moins 1 milliard de voitures dans le monde, sans parler des camions et sans parler du fret maritime, d'avions, etc. Nous sommes totalement dépendants de cette énergie qui va disparaître à son prix actuel, qui va devenir très très cher. Et qui, par hasard, il n'y a pas de hasard, mais comme par hasard, provoque les conflits qu'il y a aujourd'hui. Simplement observer sur les 30 dernières années les endroits évidemment où il y a des conflits, ce n'est pas au Sri Lanka où il y a des invasions de l'OTAN, ce n'est pas au Zimbabwe,
C'est clairement Irak, Syrie, Libye, etc., Moyen-Orient. Et c'est pas inintéressant d'ailleurs, pour la petite histoire, de voir que les États-Unis, puissance du XXe siècle, ont défini leur stratégie de présence au Moyen-Orient à partir des années 70. Avant, les États-Unis étaient peu présents. À partir du moment où ils se sont rendus compte que ce pic pétrolier, donc c'est-à-dire le moment où on arrive au maximum de production de pétrole, a été défini dans les années 70. Il y a une corrélation très très forte des conseillers au gouvernement américain, qui sont les mêmes depuis les années 70, qui ont très très bien compris l'importance stratégique des ressources pétrolières pour l'économie américaine, comme pour toutes les économies. Donc ça c'est un premier élément. Il y a une raréfaction des ressources énergétiques. Mais en réalité, par extension et par l'augmentation de notre consommation dans le monde, il y a aussi raréfaction de toutes les matières premières, de tous les métaux, de tous les éléments qui nous permettent de garder une vie avec une économie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et ça, c'est un problème fondamental qui est malheureusement peu adressé et peu discuté. Je ne suis certainement pas, je n'ai pas inventé l'eau chaude, je suis de loin pas le premier à en parler, c'est quelque chose qui existe dans l'écologie depuis une quarantaine d'années déjà. Donc simplement, ça commence à devenir chaud là. On commence à arriver dans les 10-15 prochaines années à des raréfactions très très fortes. Et à côté, nous avons des pays, déjà l'occidental consomme beaucoup, mais en plus, on a clairement la Chine, l'Inde, le Brésil, qui commencent à avoir des niveaux de vie, on ne parle même pas des mais des besoins de consommation qui se rapprochent des nôtres très 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 vite, et pas avec les mêmes nombres de personnes. Et donc, cette accélération de la consommation des ressources va en fait rapprocher le moment où il y a raréfaction. Et ça, c'est un premier élément très important à comprendre, c'est que surpopulation, augmentation de la consommation, veut dire raréfaction et raréfaction rapide. Et je n'ai pas encore vu d'informations très probantes ou pertinentes ou convaincantes qui nient les chiffres que j'ai cités d'ailleurs dans mon livre, mais enfin qui existent, que vous trouvez facilement, et qui montrent cette raréfaction. Et le fait que ce ne soit pas, parce qu'on me dit toujours, mais peut-être c'est fait pour augmenter les prix, c'est un complot pour augmenter les prix. Et à ce moment-là, ce serait dans tous les journaux. Or, on en parle peu. Le jour où on nous explique ce que je viens de vous expliquer dans le détail, tout s'effondre. Enfin, la bourse s'effondre, tout ce qui fait la richesse des élites, on va dire aujourd'hui, disparaît parce que plus personne n'aura confiance dans le système. Enfin, ça c'est un premier gros point qu'il faut tenir compte. Deuxième élément, c'est ce que j'appelle l'effondrement écologique. En réalité, un des effets de la croissance économique et de notre mode de vie et de notre consommation, c'est la production d'énormément de déchets. Déchets sous forme d'ordures, évidemment, ça se voit, produits toxiques, etc., mais également micropollution et surtout destruction des environnements. Alors nous avons la chance, en Europe peut-être, et on en parlera parce que nous avons certaines cultures, parce que nous avons une certaine histoire, de ne pas avoir trop saccagé l'environnement autour de nous. Mais moi qui suis un grand voyageur, il y en a d'autres dans cette salle, quand vous voyagez à travers le monde et que vous soulevez un petit peu les coins de tapis et vous voyez un petit peu où va finir notre pollution, vous vous rendez compte que les effets sont gigantesques et désastreux. Toute l'histoire de la piraterie en Somalie s'explique par la pollution chimique européenne qui a été jetée dans les eaux somaliennes par la mafia napolitaine, Camorra, de Naples. Et donc ils n'ont plus de poissons et donc ils deviennent pirates. Les liens de causalité sont très intéressants. Et pour l'instant, c'est encore un peu loin, mais ça se rapproche. Ça se rapproche. Et un des effets de la pollution, un des effets des effondrements écologiques, c'est de créer des pauvretés qui amènent évidemment destruction sociale, qui amènent évidemment émigration, et qui amènent finalement une exportation de ces problèmes par effet indirect jusqu'aux pays qui ont produit cette pollution de plus en plus, sans parler que maintenant eux-mêmes produisent énormément de pollution et ils n'ont pas les mêmes normes que les nôtres sur le traitement de tous leurs produits. Mais bon, c'est vrai qu'on parle souvent de pollution par rapport à, on imagine les flux toxiques, mais la réalité est très perverse. Par exemple, mesdames, vous qui utilisez pour certaines la pilule par exemple, enfin pour notre plaisir aussi, mais à la fin, ces effets se déversent dans les rivières, se déversent dans les mers par exemple, et les poissons ont de plus en plus de mal à se reproduire. Donc il y a des effets très pervers et très lointains, et ça je vous assure par exemple, c'est pas un complot, c'est pas on va stériliser les poissons,
C'est juste comme ça se passe, c'est un hasard, on a beaucoup d'effets non... c'est pour les gens qui disent que c'est un complotiste. Ben, il y a des complots, il y en a qui ne sont pas. Enfin, et il y a des complots qui en sont et d'autres qui n'en sont pas. Mais simplement, voilà, il y a énormément d'effets de micropollution dans notre quotidien. Et si on ajoute à cela, c'est toujours partie de l'effondrement écologique, bien sûr, les déforestations, la surpêche, la fin des écosystèmes marins, et finalement une extinction massive des espèces animales et végétales dans le monde qui s'accélère, parce qu'encore une fois, le monde entier maintenant veut s'industrialiser, veut passer à des modes de consommation de plus en plus gourmands et donc pollueurs. Eh bien, nous arrivons à des crises systémiques au niveau de la production de nourriture. Et ça, c'est un élément déterminant dans le monde des 10 prochaines années. C'est que nous voyons que, finalement, sur 150 ans, nous avons vu une croissance de la productivité des sols parce qu'on a mécanisé, parce qu'on a amené, par le biais des phosphates, de l'azote, etc., des engrais sur le sol. On a aussi amélioré nos techniques de sélection de graines, etc. Nous allons aujourd'hui avoir passé un pic où, en fait, l'augmentation de productivité baisse très très vite. Et nous arrivons dans de nombreux pays à, en fait, des baisses de productivité parce que les sols sont totalement épuisés, sont totalement morts. Et puis, il n'y a plus d'eau. Dans l'immense majorité des pays du monde, il ne faut pas aller très loin, allez dans le sud de l'Espagne, allez dans l'ouest américain, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus d'eau douce. Enfin, encore moins potable, mais il n'y a même plus d'eau douce. En Arabie Saoudite, tous les projets de production agricole locale ont dû être arrêtés parce que les nappes phréatiques ont été totalement mises à sec. Et c'est des nappes phréatiques qui vont mettre des siècles à se renouveler. Parce que les cycles écologiques et les cycles de renouvellement de l'environnement sont très lents à l'échelle humaine. Une forêt que vous avez totalement déforestée, qui a été lessivée par les pluies, va mettre des millénaires pour se remettre en marche. Et nous l'avons utilisé en quelques jours, en quelques semaines. Et ça, c'est un élément important à comprendre. Donc, l'aspect écologique, et ça pourrait plaire à nos amis qui sont dehors, hélas, mais ils n'écoutent pas, est un élément fondamental. La préservation de l'environnement, la préservation de nos environnements de vie, c'est fondamental. Pas parce qu'on aime bien les bêtes, mais c'est parce que c'est cet environnement qui nous nourrit, qui nous fait vivre, et qui est la vraie richesse de l'humanité. On en reparlera. Mais cet effondrement écologique est un élément important, et qui va être accentué par, bien sûr, la pollution, mais surtout par le manque de pétrole bon marché. Sans pétrole bon marché, vous faites difficilement fonctionner les pompes ou les centrales de désalinisation qui vont vous amener de l'eau douce. Sans le pétrole, vous allez difficilement faire fonctionner les tracteurs, les moissonneuses-batteuses qui font fonctionner les champs, etc. Il faut bien se rendre compte que dans la plupart des pays occidentaux, aux États-Unis c'est 1%, en Europe je crois que c'est 2,5%, de paysans qui nourrissent le reste. Avec des systèmes de logistique et de chaînes en flux tendu extrêmement complexes. Ces éléments-là sont très très fragiles et vont être mis à mal par l'augmentation du prix des ressources énergétiques, notamment du pétrole. Donc ça c'est un deuxième gros élément clé dont aussi peu de gens parlent. Alors on est quelques-uns, il y a quelques écolos, il y a quelques personnes sensibles à ces sujets-là, mais dans la réalité personne ne parle. Pourquoi? Parce que la population est essentiellement citadine. Et pour la plupart des gens, eh bien, les poissons, ça pousse dans des barquettes dans les supermarchés, les fruits aussi, etc. On n'est plus des populations avec un lien charnel avec la terre. Nous l'avons oublié, nous l'avons perdu, c'est comme ça, c'est le système urbain qui nous crée cette situation. Et donc on ne se rend plus compte de ce problème-là. Donc ça, c'est un deuxième gros problème. Troisième gros problème, c'est, je dirais, l'effondrement du système économique et surtout du système financier. Nous avons créé une économie qui de plus en plus vit par le service, en tout cas en Occident, et c'est ce qui nous concerne, puisque nous y vivons. Nous avons désindustrialisé quasiment totalement, beaucoup aux États-Unis, peut-être un peu moins dans certains pays européens, mais déjà beaucoup, nos pays et notre tissu social et industriel ne fonctionnent plus que par des services. L'industrie a été poussée ailleurs. Et en réalité, quand on regarde le début de la dette, alors il y a plusieurs raisons qui ont fait que l'on s'endette. Et l'une des raisons, il y a la raison parce que ça intéresse les banques de nous endetter. Nous transformer en consommateurs plutôt qu'en citoyens, c'est un intérêt très intéressant pour, d'une part parce que ça rémunère le capital, ceux qui en ont, là aussi ça plairait aux gens qui sont dehors. Mais surtout, ça permet de garder notre niveau de vie alors qu'on ne produit rien.
produit rien. Une économie de service ne produit rien. Elle rend service, ça a certainement un peu de valeur, mais ça ne produit rien. À la fin de la journée, très bien, vous avez coupé les cheveux à votre client, vous avez vendu un peu de consulting à un autre, et qu'est-ce qui reste? Peu, très très peu par rapport à quelqu'un qui a fabriqué un vélo, ou fabriqué 100 kilos de pommes de terre, etc. Voilà, donc, on a créé des systèmes économiques très peu générateurs de valeur, et nous avons compensé cela par de la dette. On s'endette pour notre maison, pour notre voiture, pour notre frigo, pour nos vêtements, etc., etc. Et tout le système, évidemment, pousse pour cela, parce que c'est avantageux. Acheter maintenant et payer plus tard, c'est génial. Bon, certes, ça va coûter plus cher, mais après tout, on aura une croissance économique, donc on va pouvoir rembourser. Et tout le système actuel est basé sur cette idée, je dirais même c'est une religion, de la croissance. Nous devons croître toujours. Mais lorsqu'on prend un petit peu de recul, on se rend compte que le concept de croissance, c'est un concept très nouveau dans l'humanité. Les paysans d'il y a 2000 ans ou d'il y a 150 ans auraient trouvé totalement absurde le concept de croissance. Une ferme produit avec un peu d'amélioration de productivité, par de la technique, par de l'ingéniosité, mais en gros, la corrélation, c'est un nombre de bras égale production. Donc, si vous voulez produire plus, ben, il vous faut plus de bras, mais en même temps, il faut les nourrir. Donc, la croissance a peu de sens, sauf si évidemment vous êtes un couple, vous avez 4 enfants, ben, à la fin, ben, votre ferme, soit vous la divisez en 2, ce qui est un problème, ou soit ben, 2 sur vos 4 enfants vont devoir en faire une autre, vont devoir défricher, etc. Ça, c'est le seul type de croissance qui a existé pendant des dizaines de milliers d'années. La croissance est un concept industriel. On peut produire plus, donc économie d'échelle, donc on peut vendre plus. C'est ce qui nous a amené, hein, toutes ces saloperies, colonisation, guerre moderne, guerre industrielle, tout ça, c'est basé sur l'idée on doit avoir de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés, nouvelle croissance. Et là, je viens de ce côté obscur de la force. J'ai été pendant 20 ans dans le marketing international où l'idée c'est d'ouvrir des nouveaux marchés, vendre de plus en plus de choses à de plus en plus de gens, faire de la croissance. Et cette croissance qui va nous permettre de rembourser les dettes qui sont colossales, qui sont à des niveaux stratosphériques, donc pratiquement tous les pays. Je m'étends beaucoup là-dessus dans le livre, mais cette croissance ne viendra jamais. Jamais, jamais, jamais. Aucun politicien aujourd'hui n'a le courage de dire votez pour moi et je vais vous promettre un temps très difficile parce qu'il n'y aura jamais de croissance. Non, non, tout le monde va nous parler comment ils vont relancer la croissance, comme si ça pouvait se décréter. Cette croissance ne viendra jamais parce que nous n'aurons pas les flux énergétiques qu'on va faire. Au contraire, on va subir une décroissance. Alors ce serait bien de pouvoir la gérer, mais je crains que nous ne sommes pas dans le modèle économique et dans le modèle mental, sociétal, de pouvoir même concevoir une société de décroissance. Et là, ça c'est un problème. Ce qui m'amène ensuite à un autre élément clé, c'est que lorsque nous allons avoir ces effondrements qui convergent, et il y en a d'autres, ces guerres qui vont être induites à des conséquences pour le citoyen, pour le consommateur, devrais-je dire, nous ne sommes plus nombreux à être des citoyens. Souvent, je regarde dans mon pays, je suis suisse, avec crainte des disparitions de notre démocratie directe, ou les tentatives de nous faire disparaître notre démocratie directe au sein de ce magma de plus en plus totalitaire et même soviétique, comme il me semble être en train de devenir l'Union européenne, pour être précis, ne mélangeons pas les concepts, eh bien, je crains que nous ne soyons plus que des consommateurs. Et je crains qu'en France, la démocratie, chez vous, dans votre beau pays que j'aime beaucoup, soit à ses dernières respiration de corps mourant, hélas. Et je crains même, ça on pourra en discuter, alors petite parenthèse, que même la France en tant que concept, c'est quelque chose qu'il va falloir refaire, reconstruire, tel le phénix, parce qu'aujourd'hui je crois que c'est mort. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Il faudra le ressusciter, mais aujourd'hui je crois que ça n'existe plus. C'est dommage. Parce que déjà vous êtes mes voisins et amis, donc j'ai intérêt à ce que ça se passe bien chez mes voisins et amis. Donc ça m'amène à la conséquence. Si nous allons avoir ce genre de crise financière qui peut venir à n'importe quel moment, on me posait la question, quand ce genre de crise va arriver? Ben pour le pétrole, les énergies, on le sait à peu près. La crise financière, ça peut être demain matin, ça peut être lundi matin après le vote grec, ça peut être une suite
petit et lent effondrement avec des soubresauts de panique, ensuite des moments de calme, c'est le cas aujourd'hui. Ça peut traîner assez longtemps, plusieurs années, mais à mon sens, ça s'accélère. Et ça veut dire que nous allons être privés par d'abord c'est un mélange assez étonnant ce qui se passe maintenant. D'abord la déflation qui va être suivie par l'hyperinflation. L'euro va avoir une évolution assez rigolote, je pense, cette année. Et il y a des éléments psychologiques très importants à comprendre ensuite. Comment les gens réagissent lorsqu'il y a des crises. Parce qu'à la fin, tout est là. Si nous étions extrêmement résilients, solides, soudés, pour plein de raisons, culturelles, identitaires, morales,